Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière table ronde 100% digitale des 16e rencontres François Rabelais organisées par l'IEHCA. Aujourd'hui, il s'agit d'une table ronde portant sur le sujet bien manger et e-commerce. Je laisse maintenant la parole à Louis Jeudi, le modérateur de cette table ronde. Euh, je me présente brièvement, Louis Jeudi, je suis journaliste pour Atabula, qui est un média spécialiste de l'alimentation au sens large et également de la gastronomie. Euh, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui est vraiment au cœur, on va dire, des problématiques actuelles autour de l'alimentation, puisqu'on a pu constater à quel point la crise du coronavirus avait conduit les consommateurs à s'interroger sur leur façon de s'alimenter. Et puis, conjointement, cette crise, elle a aussi euh, forcer d'une certaine façon, ou du moins pousser les consommateurs à utiliser d'autres canaux pour s'approvisionner en nourriture et notamment tous les outils qui s'offrent aujourd'hui à eux, qu'on peut regrouper donc, dans le vaste domaine du e-commerce. Alors avant de présenter les intervenants qui sont parmi nous, j'avais envie d'abord de revenir rapidement de définir un petit peu les termes du sujet qui nous intéresse. Et notamment, donc, pour commencer, peut-être donner quelques chiffres pour qu'on ait un peu en compte l'ampleur du e-commerce alimentaire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, d'après une étude donc, du Boston Consulting Group, il s'avère que le e-commerce connaît dans le domaine de l'alimentation une forte croissance. Donc ainsi, durant la crise, en pleine crise du Covid, durant le premier confinement, il y a une hausse de 106% du e-commerce alimentaire, par rapport à la période de janvier-février 2020. Puis ensuite, on a assisté à une stabilisation, mais qui est restée néanmoins une hausse par rapport à la même période, une stabilisation à plus 26%, sachant que ce sont des chiffres qui concernent uniquement la grande distribution. Voilà, donc c'est quelque chose d'important à prendre en considération. C'est plus facile pour ces gros acteurs d'analyser leur data, leurs données, en fait. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'après le directeur général de la fédération du e-commerce et de la vente à distance, donc la FEVAD, il s'avère que les produits bio, ce sont avant tout les produits bio frais et les circuits courts en fait qui bénéficient de la crise. Et pour ces domaines particuliers, on n'a pas forcément autant de données. Et surtout, stratégiquement, le e-commerce offre à tous ces acteurs des circuits courts, de nombreux outils en fait pour essayer justement d'émerger un petit peu et de se faire connaître, notamment au niveau local, à condition bien sûr de réussir à penser une vraie stratégie commerciale et de maîtriser en fait les outils mis à disposition par les outils digitaux en fait qui permettent notamment de travailler en direct, etc. Euh, pour faire, on va dire, présenter un petit peu le paysage global des acteurs du e-commerce qui existent aujourd'hui. Grosso modo, potentiellement, en fait, tous les producteurs, restaurateurs, distributeurs peuvent s'équiper en fait de leur propre site de vente en ligne. Donc on appelle ça parfois le click and collect pour écouler leurs produits en direct. Et par la même occasion, les producteurs et les restaurateurs peuvent également choisir des intermédiaires en fait pour les aider à distribuer, à écouler leur stock. Ils peuvent également mêler en fait les deux options. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est très protéiforme en fait comme forme de commerce. Pour donner quelques exemples aujourd'hui, très concrètement, quand on parle de e-commerce, qui sont ces acteurs? Donc,
j'ai essayé de dresser une typologie rapide. Donc, on a tout simplement les drives de la grande distribution que tout le monde connaît. Il y a aussi les acteurs historiques du e-commerce comme Amazon, par exemple. Donc, ces drives fermiers, ils obéissent parfois à un modèle entrepreneurial, parfois un modèle associatif. Et puis ensuite, on a toute la galaxie des plateformes de livraison, donc à commencer par les grands acteurs connus en milieu urbain, donc Deliveroo, Uber, etc., donc qui travaillent dans des logiques d'agrégation en fait des offres de restauration existantes. Et ces acteurs se contentent pas de vendre uniquement des offres de restauration, ils vendent également des produits d'épicerie. Ils ont noué des partenariats avec des acteurs de la grande distribution. On a un acteur aussi, par exemple comme Frischti, qui lui va jouer à la fois la carte des repas préparés en interne, donc par ses propres équipes, et ensuite livrés par des livreurs auto-entrepreneurs, mais également qui va proposer des produits, en gros, qui va se poser un peu comme un supermarché entièrement numérique, avec un effort particulier pour essayer de concilier qualité et accessibilité. Donc ça, c'est une problématique importante. Cette question de la qualité, en fait, elle nous amène directement à l'autre terme de notre sujet, qui est le bien manger. Donc, le bien manger qui n'a pas une définition figée, mais j'ai quand même essayé de relever quelques points, on va dire, quelques points précis. Et je laisserai après les intervenants s'exprimer aussi sur cette petite nomenclature que je vais dresser, donner un petit peu leur regard là-dessus. Mais bien manger, c'est d'abord arriver à satiété quand on mange, donc manger à sa faim, ça a l'air, voilà, ça a l'air assez. Je pense que c'est la base en fait de l'alimentation, s'alimenter suffisamment. Ensuite, dans le bien manger, il y a l'idée de manger sainement d'un point de vue nutritif, manger vertueusement, c'est-à-dire en permettant aux producteurs en fait de vivre dignement. Et puis manger une nourriture qui, de sa production jusqu'à son acheminement, respecte l'environnement en fait. Et puis ensuite, il y a la question du coût, de la possibilité de pouvoir bien manger sans se ruiner. Et puis j'ajouterais également un point important qui est celui du plaisir à manger des bonnes choses, des bons produits, donc qui voilà, apporte une satisfaction au quotidien. Et donc, pour formuler un petit peu la problématique d'aujourd'hui, je pense que la question, c'est de se demander en quoi les outils digitaux sur lesquels repose en fait le e-commerce peuvent-ils permettre demain de tendre davantage vers cet idéal qui est le bien manger. Voilà. Donc, ce que je propose maintenant, peut-être, c'est que chacun des intervenants, c'est intéressant parce qu'on a une diversité d'intervenants qui évoluent dans différents milieux, puissent se présenter, puis son lien particulier avec cette problématique. Et je me disais que peut-être on pourrait commencer, on va dire, par la terre, commencer par les produits et peut-être demander à Madame Champion, à Lucie Champion de se présenter et puis d'expliquer son lien avec le e-commerce. Bonjour à tous. J'ai pas entendu la fin, Louis. Je pense qu'il y a eu un souci sur le micro. Ce serait intéressant que vous vous présentiez, puis je pense que vous avez pas mal de choses à nous dire, notamment sur toute l'histoire de ce que vous avez mis en place durant le confinement, le premier confinement, pour essayer de mettre en relation en fait de façon plus directe les consommateurs et les producteurs en Touraine, quoi. Oui, tout à fait. Alors donc oui, donc bonjour à tous. Donc Lucie Champion. Donc je me présente. Donc je suis chargée de mission à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. Je suis en charge notamment donc, de la boutique Manger Touraine, qui est une plateforme donc numérique donc de mise en relation donc entre les acheteurs et les producteurs. Donc la boutique Manger Touraine, c'est une plateforme qui a vu le jour en avril 2020, donc vraiment en plein premier confinement. L'idée, c'était vraiment de répondre à un besoin côté producteur, puisqu'il y a eu la fermeture de nombreux débouchés, les débouchés habituels. Je pense notamment au marché de plein vent qui, pendant donc, le premier confinement, était vraiment clos. C'était aussi donc, tous les restaurateurs traditionnels qui étaient fermés. Donc, il y avait vraiment cette nécessité pour les producteurs de trouver des débouchés secondaires. Et aussi pour les particuliers qui étaient confinés, l'idée, c'était vraiment de leur permettre d'accéder assez facilement aux productions agricoles locales.
Donc, l'idée de la boutique est née, elle était déjà un petit peu voilà, dans les bacs au niveau de la Chambre d'agriculture et elle a été mise en place donc, du coup, très rapidement par rapport au confinement. Donc, ça s'est vraiment accéléré. Ça a été le moteur de la mise en place de la boutique. Et donc, le 8 avril 2020, la boutique Manger Touraine donc, a vu le jour. C'est une solution donc, clé en main de commercialisation. Donc, c'est un site e-commerce qui est développé donc, par le développeur Socléo, qui est anciennement Panier Local. Donc, la boutique, ça fonctionne exactement comme ce qu'a pu expliquer Louis. C'est un peu le principe d'un drive fermier. C'est même exactement ça. On est donc sur un catalogue de produits que les producteurs donc, remplissent eux-mêmes. Il y a une vraie autonomie sur le référencement des produits. Et ensuite, le client va se connecter, il va s'inscrire. Et à partir de là, il va sélectionner des points retrait, puisqu'on est bien sur la formule physique donc d'un paiement en ligne, mais qui se double d'un retrait en présentiel, donc en physique, dans des points retrait répartis donc, sur le département, ou alors la livraison à domicile. Il y avait cette possibilité aussi dans l'idée, effectivement, dans le premier confinement, de permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux productions agricoles locales facilement. Donc, c'était vraiment l'idée de permettre notamment aux personnes qui étaient à mobilité réduite, je pense notamment aux personnes âgées, et de pouvoir avoir accès aux produits locaux. Donc, voilà, donc la boutique aujourd'hui, c'est une trentaine de producteurs. On a plus de 4000 membres inscrits donc, sur la boutique. Donc, parmi les membres, c'est des clients qui commandent régulièrement, mais c'est aussi des gens qui sont inscrits qui ne commandent pas encore. Donc, on a vraiment voilà, un panel assez large de produits. On a vraiment toutes les gammes et toutes les productions agricoles de la Touraine. Et donc, du coup, c'est une structure associative, c'est un modèle associatif. C'est l'association Manger Local, Manger Touraine qui porte aujourd'hui la boutique. Donc voilà, pour faire un petit peu le tour et la présentation de la boutique. Et donc, le lien avec le e-commerce. Ok. Et concernant le bien manger, peut-être un mot justement sur ce que vous, très rapidement, sur la façon dont vous promouvez en fait cette logique du bien manger et la façon dont vous-même vous la concevez en fait, en quelques mots peut-être. Alors, l'idée de la boutique, c'était vraiment en fait, d'associer au niveau du bien manger, c'est vraiment de reprendre aussi la définition des consommateurs eux-mêmes, qui, donc en 2020, c'était une étude donc, du Crédoc, la notion d'aliment de qualité, elle était reliée justement à tout ce qui, c'était associé aux mots naturel, fraîcheur, français et local. Donc, du coup, on était vraiment sur cette idée-là, puisqu'on défend des productions du terroir. On est vraiment sur la valorisation du patrimoine gastronomique et agricole de la Touraine. C'est uniquement des produits qui sont produits en Indre-et-Loire. Donc, ça, c'est vraiment un leitmotiv au niveau de la boutique. Et on a également, donc, du coup, au niveau fraîcheur, c'est des produits avec le drive. On a des commandes qui sont donc réalisables jusqu'à 2 jours avant le retrait. Donc, ça garantit vraiment ça, parce que ça permet en fait d'avoir ce petit battement pour les producteurs pour qu'ils puissent préparer leurs commandes. Donc, elles sont préparées le jour même. Donc, du coup, en général, voilà, donc on a vraiment une garantie là-dessus. On est aussi, je pense, relié par rapport à la transparence, à l'idée de traçabilité, à l'idée d'origine des produits. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez garant au niveau de la qualité, puisque les producteurs, ils sont en physique sur les points retrait. Donc, ça engage vraiment une relation aussi de confiance avec le client qui va voir le producteur au quotidien. Donc, du coup, on a vraiment aussi cette qualité qui peut être ici. Ça rejoint cette notion de bien manger. Et puis derrière, c'est bien manger, c'est aussi manger durable et manger juste, on va dire, dans le sens vraiment manger pour soutenir l'économie locale aussi, donc les producteurs des territoires. C'est donc faire vivre des hommes et des femmes qui font l'agriculture d'aujourd'hui en Indre-et-Loire. C'est aussi du coup forcément tout ce qui est aussi stabilisation des revenus des producteurs, puisque on a vraiment eu cette logique-là avec la boutique dès le début de permettre de trouver un nouveau débouché. Donc c'était vraiment la principale motivation aussi pour la chambre. Et puis derrière, c'est aussi manger durable dans le sens aussi lien social, relation de proximité avec les producteurs et les consommateurs. Et c'est aussi la renouer un dialogue qui est aussi intéressant. Et je pense que c'est peut-être aussi une notion dans le manger juste, dans le bien manger, c'est aussi cette notion d'information. Et donc, du coup, à travers cette solution qu'on a développée, la boutique, c'est aussi avoir davantage d'informations sur les modes de production, puisqu'il y a cet échange qui est permis avec les producteurs. Je propose de continuer au plus près des produits, peut-être à Dominique Postel, gérante de l'épicerie La Balade Gourmande à Tours, de se présenter à son tour. Oui, alors bonjour à tous. Donc, moi, je suis Dominique Postel. Donc, je suis depuis octobre 2019 la nouvelle gérante propriétaire de l'épicerie fine La Balade Gourmande à Tours, place du Grand Marché.
qui a été créé en 2010 par Laurent Meudic, avec un postulat de départ de valoriser en vraiment grosse majorité le produit gastronomique de la région Centre-Val de Loire, et plus particulièrement les produits qui font partie, je dirais, du patrimoine culinaire de la région Centre-Val de Loire. En cela, dans la boutique, on va avant toute chose trouver les grosses spécialités en fait culinaires. Alors celles qui existent toujours, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui n'existent plus parce qu'elles ne sont plus produites ou elles ont disparu, ou tout simplement elles ne peuvent plus être produites parce que les recettes sont trop compliquées. Mais il y en a quand même beaucoup qui continuent à être réalisées et produites par des producteurs de la région. Donc c'est essentiellement ça qu'on va trouver dans la boutique. Et puis il y a deux autres particularités, c'est qu'on abrite aussi une cave à chocolat de dégustation qui sont issues du mouvement Bean to Bar, de la fève à la tablette, mais dans un sens qui font aussi partie de cette démarche de valoriser le producteur, le petit producteur, et donc par association la notion de bien manger du chocolat, du bon chocolat. Voilà, donc c'est une boutique qui est à la fois physique, place du Grand Marché, et aussi une boutique en ligne depuis 2007, puisqu'il y a un site de vente en ligne qui s'est développé à partir de tous les produits qu'on peut trouver en boutique physique. Ok. Voilà. Mais merci. Voilà. Merci. Merci pour ces explications. Et Sandrine Lavergne, vous, donc, vous êtes plutôt dans la formation et plutôt dans la réflexion pour justement mettre à disposition des solutions innovantes en fait pour favoriser la mise en relation entre consommateurs, producteurs, etc. Oui, tout à fait. Donc, moi, pour ma part, donc, je suis formatrice au sein du centre de formation AFTEC, qui est basé à Orléans, mais qui est basé également à Tours. Donc, moi, déjà, je dirais avant que je me tourne vers la formation à la digitalisation donc de nos apprenants qui vont de 18 à 30 ans, je suis déjà très tournée sur les produits locaux, moi-même, je dirais, à travers un potager, etc., et vraiment acheter du local. Et moi, j'ai toujours été dans la dynamique de sensibiliser justement nos jeunes étudiants au bien manger, à se tourner vers le local, à aller vers le marché, et notamment à aussi faire intervenir des entrepreneurs. Et notamment cette année, j'ai fait intervenir donc les deux nouveaux co-gérants de l'entreprise Covifruit, que peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc c'est le fameux producteur de la poire d'Olivet, de l'audit poire d'Olivet, et qui ont développé également une épicerie fine où ils commercialisent l'ensemble des produits locaux. Alors, Centre Val de Loire élargi. Et donc là, ils sont vraiment en train de travailler sur le développement de leur site internet, donc à travers notamment deux jeunes apprentis que j'ai formés au sein de l'AFTEC en BTS et qui ont été gardés pour la poursuite de leurs études pour travailler sur la création de ce site internet marchand qui au départ était seulement un site internet vitrine. Donc moi, dans mon travail au quotidien aussi, c'est de former les jeunes à la création de sites internet, donc sites vitrines et sites marchands, et également à tout ce qui est animé des réseaux sociaux avec une grande sensibilisation justement sur la création de sites vitrines et marchands et offrir ces services à des producteurs locaux, et notamment en surfant, je dirais, sur le contexte sanitaire que l'on a vécu et l'utilité pour les petits commerçants locaux d'avoir justement les accompagner dans la création de sites tout simples, pas de grosses usines à gaz, comme je dirais, et vraiment les accompagner parce qu'eux, ils n'ont pas les compétences aujourd'hui. Donc voilà. Okay. Voilà pourquoi je dirais le digital me parle, et c'est surtout toujours moi dans mon travail au quotidien de les inciter aussi à bien manger, à mieux manger, et donc à faire travailler l'économie locale, parce que pour eux aussi, ça va être porteur demain que d'avoir une économie locale qui fonctionne. Voilà. Merci. Henri Isaac, je pense que ce qui est intéressant vous concernant, c'est que vous avez peut-être, on va dire, un regard plus global en fait sur cette question, dans le sens où vous êtes notamment engagé pour, on va dire, en faveur d'un e-commerce qui permettrait
une approche plus collaborative, on va dire, une approche plus collaborative en fait entre les individus dans les rapports de consommation. Vous êtes impliqué sur cette question-là. Vous aviez notamment, je vais vous laisser m'expliquer, mais vous faites partie notamment d'un think tank là dont le nom m'échappe, mais qui justement était centré sur cette question pour aller vers un commerce plus humain, plus direct, etc. Je vous laisse vous présenter. Du coup, je ne vais pas le faire à votre place. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Henri Isaac, donc moi je suis maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine. J'ai travaillé sur la question du commerce électronique depuis au moins 15 ans. Voilà, à côté, effectivement, je suis président d'un think tank qui s'appelle Renaissance Numérique et qui rassemble à la fois des entreprises du numérique, mais pas que, des entreprises de taille mondiale et des entreprises locales, et puis aussi des enseignants-chercheurs comme moi. Alors, moi, je dirais que, d'abord, je ne suis pas un spécialiste du bien manger, j'aurais beaucoup de peine à le définir, mais quand je m'intéresse depuis très longtemps aux questions d'e-commerce, en fait, e-commerce et alimentaire, c'est deux choses qui ne vont pas très bien ensemble, en fait. C'est-à-dire que, globalement, jusqu'à la pandémie, ce n'est pas le premier produit que le e-commerce a mis en avant et a permis de diffuser. C'est même le dernier en fait. Si on regarde qu'est-ce qui est consommé par les Français, c'est loin d'être de l'alimentaire. Et pour tout un tas de raisons qu'on peut aisément comprendre, c'est que ce sont souvent des produits périssables. Ça, c'est le premier point, et que donc il y a une chaîne du froid qui est assez compliquée, et qui, au démarrage de l'Internet, il n'y avait pas d'acteurs de la logistique capables de fournir une chaîne logistique pour expédier des produits dans toute la France, voire à travers le monde. Bon, alors ça, maintenant, on va dire que c'est quelque chose qui est plutôt réglé, mais il reste un deuxième obstacle, et vous l'évoquiez en introduction, bien manger, pour beaucoup de Français, ça veut dire manger pas cher. Parce que c'est d'abord une question de prix, l'alimentation, et les contraintes de pouvoir d'achat sont réelles en France. Et le e-commerce, par son modèle, pose tout un tas de questions sur le prix, notamment pour les produits alimentaires. Pourquoi ? Parce que pour les Français, le prix de référence est celui de leur supermarché. Et globalement, si vous prenez une zone de chalandise, globalement, celui qui fixe le prix dans une zone de chalandise, c'est l'hyper du coin. Donc, c'est des prix très bas. Et malheureusement, dans le e-commerce, il faut livrer le client, donc il y a un coût logistique. Et la question, c'est qui le supporte? Est-ce que c'est historiquement le modèle de commerce, c'est le client qui va au produit? Et là, le client dit, non, envoyez-moi le produit. Bon. Et donc, le seul modèle qui a permis le développement du commerce alimentaire, c'est effectivement la modification du modèle de commerce des hyper qui ont créé le drive. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu afficher les mêmes prix qu'en hyper. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre, c'est-à-dire que tant que les prix n'étaient pas équivalents à ceux des supermarchés, vous n'avez pas eu de développement du commerce alimentaire en ligne. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental à comprendre. Et donc, ça explique pourquoi ça a été une catégorie de produits qui a mis très longtemps à être considérée comme quelque chose qu'on peut acheter en ligne. Alors ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est qu'effectivement, ce sont notamment dans les centres urbains, qu'il faut vraiment distinguer du reste. Et donc, globalement, si vous prenez les 20 premières métropoles françaises, vous allez avoir des courses en ligne livrées à domicile. Et aujourd'hui, la livraison à domicile est un concurrent sérieux du drive en termes de modalité. Et donc ça concerne pas tout à fait les mêmes personnes, parce que globalement, les gens qui consomment mon drive, ce n'est pas les gens des centres urbains. Et du coup, vous avez des modèles de commerce alimentaire qui sont quand même très différents. Et puis, vous évoquiez dans votre introduction quelque chose qui, je pense, est en train de totalement reposer la question différemment. Et on l'a bien vu, c'est-à-dire que là, j'ai parlé globalement de la vente en ligne de produits. La question qui se pose, c'est que acheter des produits en ligne, vous avez une alternative aujourd'hui qui est acheter des repas. Et acheter des repas, c'est ceux qui sont proposés par les gens qui s'appellent Deliveroo, Uber Eats et
tous ces acteurs de la livraison qui proviennent, alors, soit de restaurants, ça c'est le modèle actuel, mais vous avez évoqué dans votre introduction un modèle comme Frischti. Frischti, c'est ce qu'on appelle les dark kitchens, et qui est un modèle où on fabrique un repas qui n'est pas dans une cuisine, qui n'est pas accessible au public, et qui va donc être construit pour être livré. Et donc, qui questionne fondamentalement le modèle de la restauration. Et ce modèle-là, quand vous le regardez, que ce soit en France, en Europe, ou, et on pourra parler de la Chine si vous le souhaitez, mais la Chine est un marché en termes alimentaires où l'équivalent d'Uber Eats fait 40 fois Uber Eats. Hein, prenez Meituan, c'est gigantesque, et globalement, les Chinois commandent 2 à 3 fois par jour des repas. Bon. Donc, il y a vraiment un changement radical dans les formes d'e-commerce, et aujourd'hui, des acteurs qui ont développé soit un modèle de drive, soit un modèle de livraison à domicile, hein, ils sont aujourd'hui directement concurrencés par des acteurs qui livrent des repas. Et donc, vous avez quelque chose d'assez récent, même s'il y a eu plusieurs tentatives, et vous voyez apparaître ça dans des sites e-commerce de la GMS, hein, vous voyez un modèle autour de la recette. C'est-à-dire que globalement, je ne sais pas si vous connaissez le site qui s'appelle Jow, J-O-W, c'est un modèle où globalement, vous achetez on vous propose des recettes du lundi au vendredi, et globalement, en un clic, vous faites vos courses automatiquement en choisissant si c'est chez Carrefour, chez Leclerc ou chez un autre. Mais globalement, ce que vous achetez, c'est des recettes que vous allez préparer. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'évolution actuelle du e-commerce alimentaire, c'est de voir qu'on est passé d'un modèle qui globalement livre des produits et qu'aujourd'hui, on est dans une hésitation entre livrer des recettes pour fabriquer soi-même les produits versus livrer des repas. Et je pense qu'on est au début d'une recomposition qui est assez importante, parce que, comme vous l'avez dit, la pandémie a accéléré, là pour le coup, de façon spectaculaire, la consommation des produits alimentaires en ligne, et a fait découvrir à une catégorie de Français, et pas que, hein, dans le monde, qu'on pouvait effectivement accéder à des produits, et là-dessus, il y a une variance qui est totale, hein. Le petit producteur d'huîtres aujourd'hui qui est en Normandie, et il y en a qui distribuent par Amazon, vous l'avez évoqué aussi, et donc vous avez du bien manger qui est sur Amazon, et puis vous pouvez avoir du Deliveroo qui vous livre du bad food, quoi. Bon. Et donc en fait, quel est le modèle qui est en train de se développer? Moi, je pense qu'il y a une variété de modèles qui est énorme, et que il faut regarder un petit peu qui consomme quoi pour aller un peu plus loin dans la discussion, parce que typiquement, la livraison de repas, c'est un phénomène urbain, mais c'est un phénomène urbain de jeunes, mais qui concerne quand même 30% des Français. Hein. Donc, 30% des Français, c'est plus que les achats de produits alimentaires en ligne. Hein. Finalement, la question que vous soulevez, c'est aussi, est-ce que réellement le e-commerce permet de tendre vers le bien manger, ou est-ce que finalement l'offre est la même que on va dire dans le monde d'avant, pour caricaturer, dans le sens où, comme vous disiez, on peut trouver à la fois des petits producteurs, et puis en même temps, tout le monde s'y met, quoi. Tous les acteurs s'y mettent, et là-dedans, est-ce que le bien manger peut tirer parti de ces outils digitaux pour essayer d'émerger au-dessus de la masse de la grande distribution, et pour parler de Deliveroo, Uber, de McDonald's, etc. Parce qu'effectivement, ces solutions existent, mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour essayer de les rendre plus, à la fois plus, de les diffuser, quoi, de les rendre plus visibles au-delà de l'accessibilité. Peut-être. Alors d'abord, les outils pour fabriquer des sites se sont largement démocratisés, et ça permet effectivement tout un tas de modèles différents. Hein. Il y a eu, on évoquait tout à l'heure le cas des drives fermiers, c'est un modèle. Vous avez d'autres modèles, des modèles très locavores, type La Ruche qui dit oui, qui est un autre modèle qui est assez intéressant aussi, qui repose sur, c'est un nouveau modèle de distribution qui globalement a pas mal fonctionné au niveau européen, avec une logique là pour le coup de dire
c'est ce que vous évoquez, c'est-à-dire bien manger, c'est manger local. Bon, et ce modèle locavore a été rendu possible de façon assez intéressante par une entreprise comme La Ruche Kiliwi, qui garantit au producteur la possibilité de fixer lui-même ses prix. Bon, donc ça, c'est un modèle qui est assez intéressant, qui s'est assez imposé. Ensuite, après, vous avez effectivement la question de dire, est-ce que je développe moi-même en tant que producteur, je pousse mon produit tout seul, ou comme ce que Lucie évoquait tout à l'heure, je rassemble une offre. Et donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est assez compliqué à trancher. Pourquoi? Parce qu'il y a deux phénomènes. Vous avez un phénomène où le modèle de consommation alimentaire jusqu'à aujourd'hui, c'est le one-stop shop, c'est-à-dire globalement le modèle du supermarché. Et ce modèle-là, il a déjà éclaté. C'est-à-dire que si vous regardez l'évolution de la fragmentation du panier, elle est réelle. Il y a une étude de 2017 du Crédoc qui le démontre très très bien, où vous avez, pour faire des courses alimentaires, une multiplication des courses, c'est-à-dire du nombre de magasins visités. Bon. Et le e-commerce n'est finalement qu'une nouvelle modalité pour accéder à des nouveaux produits. Donc ça participe de cette fragmentation. Donc vous avez d'un côté des consommateurs qui vont piocher finalement pour construire leur offre de consommation des produits différents chez différents acteurs. Donc le e-commerce peut trouver sa place là-dedans. Mais de l'autre côté, vous avez quand même une grosse majorité des consommateurs qui restent encore assez attachés au modèle du one-stop shop, que ce soit le drive. Le drive, globalement, quand vous regardez les Français, ils y vont 2 fois par mois, quoi. Donc ils font des courses bi-hebdomadaires qui sont complétées ensuite, hein. Et donc, voilà. Et donc, il y a cette logique de fragmentation et en même temps des habitudes de consommation qui sont liées au modèle de one-stop shop où je veux faire mes courses dans un seul endroit, et donc la question de la praticité. Donc le e-commerce, il est tiraillé entre une multiplicité d'offreurs qui vont avoir le jambon pata negra, qui les produits locaux, qui le fromage spécifique de chèvre, et j'en passe. Donc avec un seul produit, et vivre avec un seul produit, c'est très, 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 très compliqué en e-commerce, sauf à avoir des volumes. Et donc, évidemment, on est plutôt sur des modèles d'agrégation. Et donc, la question, l'agrégation, elle est quoi? Locale, comme la plateforme que Lucie présentait tout à l'heure, qui a été proposée. C'est-à-dire, là, je m'adresse finalement à une clientèle locale qui veut consommer local, et j'agrège l'offre pour aller vers quelque chose d'une offre plus complète, et puis faciliter, mutualiser les coûts. Ou alors, je vais sur des plateformes, et des plateformes, vous avez aujourd'hui des acteurs comme Intermarché, hein, pour ne pas les nommer, qui typiquement ont des plateformes qui s'ouvrent globalement à des producteurs pour venir y déposer, hein, des offres de produits et compléter leur propre offre. Bon. Et vous avez évidemment des gens comme Amazon qui ont très très bien compris le parti qu'ils auraient à permettre à des acteurs locaux d'expédier des produits à l'autre bout de la France, que ce soit du poisson, des fruits de mer, hein, où sur ces offres-là, vous avez très peu d'acteurs, à part le site qui s'appelle Poiscaille, qui fournit des produits de cette nature-là. Et puis, voilà, même Cdiscount, d'une certaine façon, est une plateforme qui permet à des producteurs de vin, en l'occurrence essentiellement du Bordelais, parce que c'est une entreprise du Bordelais, Cdiscount, qui appartient au groupe Casino, mais qui a une offre de vin qui est remarquable et qui la rend accessible, et qui rend ça accessible à plein de producteurs en passant par leur plateforme. Bon, donc il y a différents modèles, et ça dépend un petit peu globalement. Si vous passez par Cdiscount ou Amazon, ben, globalement, vous accédez à une immense clientèle, mais ça a un coût, le coût de la commission d'Amazon. Soit vous fabriquez votre propre plateforme parce que vous avez vos propres objectifs et vous vous adressez plus localement à des gens. Et donc ça veut dire qu'il faut maîtriser un certain nombre de compétences. Et ces compétences, il faut les trouver, quoi. Et c'est une vraie difficulté parce que globalement, même s'il y a des acteurs, on va dire des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, la question c'est comment on agrège, et donc comment on construit une offre. Et ça, c'est pas un spécialiste technique qui va le définir.
justement, pour parler de construire une offre, Lucie, vous, comment vous avez travaillé justement pour convaincre les producteurs voilà, de rejoindre votre plateforme à vous, plutôt peut-être que un acteur, pour caricaturer, comme Amazon, qui effectivement aujourd'hui est aussi à même de distribuer des produits, on va dire, issus de petites productions responsables, etc. Quelle carte vous avez joué là-dessus et comment vous avez construit la relation avec les producteurs, en fait? Alors déjà, donc, c'est vrai qu'avec la boutique, il y a la particularité d'avoir, qu'elle a été créée dans le contexte du confinement, où les producteurs étaient vraiment à la recherche aussi de nouveaux débouchés, et notamment aussi de permettre des débouchés de vente directe, un petit peu particuliers et voilà, novateurs. C'était le cas de la boutique, puisque ça permettait aussi de cibler une nouvelle clientèle, la clientèle urbaine, notamment de l'agglomération de Tours, puisque c'est là aussi où c'était vraiment été le point de départ de la boutique Manger Touraine. Donc ça a été ça un petit peu l'élément déclencheur pour pas mal de producteurs. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est l'argument plus du collectif. Donc là, je rejoins aussi ce que disait Henri sur aussi l'agrégation de l'offre. En fait, c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est se rendre compte que à plusieurs, on est plus fort. On est plus fort pourquoi? Alors, ça va être pour les questions logistiques, hein, tout bêtement. C'est la permanence des points retrait. Plus on est nombreux, moins on en fait. Donc, moins on passe de temps aussi à commercialiser donc sur place sa production. C'est aussi la force du collectif, dans le sens où plus on a une offre qui est complète et qui est large, plus on attire le client qui peut faire sur un seul et même site. Donc, du coup, l'ensemble de ses achats alimentaires, ou en tout cas une majeure partie de ses achats alimentaires. Donc, du coup, c'était vraiment ces logiques-là, c'est vraiment cette logique-là aujourd'hui qui prime, avec bien sûr aussi l'avantage de ne pas avoir à porter individuellement pour un producteur un outil et une solution voilà, de commercialisation numérique qui ne pourrait pas, ou plus difficilement en tout cas, avoir de lui-même en individuel. Ouais. En fait, d'une certaine façon, ça pose la question pour le producteur, avoir son propre site de e-commerce à lui, ça peut être intéressant, mais c'est peut-être pas. Il est nécessairement obligé de diversifier en fait ses sources de distribution. Il faut bien comprendre que producteur, commerçant, c'est un métier. Oui. Et les producteurs, c'est pas des commerçants. Et c'est exactement la question des compétences que vous soulignez, Henri. Et effectivement, nous, aujourd'hui, la solution qui est avantageuse, on va dire, avec la boutique, c'est aussi parce que c'est la volonté voilà, de la Chambre aussi derrière d'aller soutenir les producteurs locaux, c'est de mettre à disposition aussi voilà, du temps agent pour s'occuper de toute la partie gestion voilà, des commandes, service après-vente, suivi du site, mise à jour, actualité, communication, ce qui est vraiment du temps qu'ont les producteurs aujourd'hui n'ont pas. Et c'est là aussi où la force du collectif, elle est intéressante. C'est qu'elle permet effectivement de se répartir davantage ce panel d'activités qu'un producteur n'a pas le temps aujourd'hui de consacrer dans son métier de tous les jours, qui est de produire. Ouais. Peut-être quelqu'un a envie de rebondir sur cette question de la... Je pense que c'est intéressant, notamment Sandrine Lavergne, justement, sur la capacité des producteurs à être mis au courant en fait de ces nouveaux débouchés qui s'offrent à eux, peut-être de créer un site pour se faire connaître au préalable et ensuite peut-être attirer des plateformes, etc. Comment vous sentez comment on peut travailler dans ce sens? Elle n'a plus de connexion a priori, Madame Lavergne, donc il vaut mieux donner la parole à quelqu'un d'autre. Ça marche. Peut-être Lucie, je pense que tu es aussi bien placée pour répondre peut-être à cette question. Je ne sais pas si par exemple tu as des exemples de producteurs qui sont peut-être allés vers aussi d'autres plateformes qui ont développé, que ça a motivé en fait à créer d'autres liens en fait que la boutique Manger Touraine. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a aussi cette porosité, on va dire, déjà qui se crée entre producteurs eux-mêmes, puisque donc c'est aussi l'avantage pour eux, effectivement, de bénéficier de ce réseau de producteurs appartenant à la boutique. Donc, du coup, ça permet effectivement aussi voilà, des mutualisations. Hein. C'est pareil, la question de la logistique, c'est un tel va emmener des produits d'un tel ailleurs, etc. C'est aussi de faire des offres communes. Ça peut être type voilà, le panier cadeau, avec une bouteille de vin qui va aller avec la terrine locale. Enfin, c'est vraiment des associations comme ça qui se font donc, entre producteurs. C'est la valorisation de leurs produits par aussi, donc du coup, un peu la prescription des autres, produits des productions locales.
c'est aussi après, effectivement, cette question d'aller vers d'autres circuits, hein. Et c'est là où c'est intéressant et c'est aussi une leçon du confinement. C'est que ne pas mettre tous ces œufs dans le panier. Mm. Effectivement, diversifier ces circuits de commercialisation, c'est quelque chose voilà, d'essentiel. Et ça aussi, pour les producteurs, ça a été vraiment, oui, une leçon tirée du confinement. Ouais. Je crois que Sandrine Lavergne, vous êtes de retour parmi nous après un petit. Oui, Voilà, oui, des j'avais aléas perdu techniques. la connexion, donc je vous voyais, mais moi j'étais totalement figée. Donc je voudrais bien, Louis, que vous puissiez me répéter la question que vous m'aviez posée pour le coup. Non, mais grosso modo, ça, vous l'aviez un petit peu évoqué dans votre présentation, mais euh, aujourd'hui, de quoi ont besoin concrètement les producteurs pour rentrer un petit peu dans le circuit du digital, pour se faire connaître, se familiariser avec les outils, etc. Vous, sur le terrain, je ne sais pas ce que vous constatez. Alors moi, bah, personnellement aussi, déjà dans mon entourage, hein, j'ai des producteurs, donc notamment également, donc bah, je dirais au niveau familial, j'ai un producteur donc au vin. Donc lui, effectivement, la création d'un site internet était compliquée. Donc lui, il a opté tout simplement se faire connaître via les réseaux sociaux et à travers les réseaux sociaux, pouvoir montrer son exploitation, comment sont élevées ses bêtes, etc. Pour après proposer via les réseaux sociaux un système de commande de colis, pouvoir venir visiter son exploitation, etc. Donc, c'est aussi des moyens par lesquels les producteurs locaux qui n'ont pas l'habitude de ces outils-là peuvent aussi se faire connaître. Et puis, moi, à travers la formation de jeunes, hein, en les emmenant vers le digital, eux aussi ont fait naître un besoin aussi d'aller vers ces producteurs et leur proposer leurs services que de les accompagner dans la création de vidéos qui vont être relayées sur les réseaux sociaux ou tout simplement leur proposer de créer un site vitrine, mais tout simple. Donc, on est aussi vraiment dans une volonté, je dirais, des nouvelles générations à vouloir accompagner aussi certains de ces producteurs locaux. On sent qu'ils aussi, ils reviennent justement vers le bien manger et qu'ils ne sont plus seulement, je dirais, vers les grandes chaînes de restauration, etc. Et je pense que c'est notre rôle, alors nous, dans la formation, dans l'enseignement, de aussi les sensibiliser à cela et qu'ils ils peuvent intervenir aussi au niveau de ces petits producteurs, de ces artisans, en apportant aussi leurs compétences digitales. Donc voilà, je pense que on a une nouvelle génération de jeunes. Je pense qu'ils sont aussi en train de changer à travers aussi le contexte que l'on a, le contexte sanitaire que l'on a vécu. Hein. Et pour eux, c'est difficile de trouver comment se nourrir aujourd'hui. Et ils peuvent se rendre compte qu'à proximité, ils peuvent trouver aussi. Vous, Dominique Postel, avec les outils que vous avez mis en place, est-ce que vous avez noté une capacité à attirer justement un public plus jeune, de nouveaux consommateurs dans votre boutique? Est-ce que vous avez senti quelque chose? Oui, alors paradoxalement, en fait, ce renouveau, ce rajeunissement de la clientèle, on l'a plutôt senti là avec le Covid en boutique physique, pas tant sur le site internet. D'accord. Alors, bon, c'est parce qu'aussi on a mis en place un peu des effets leviers. On a choisi d'offrir moins 15% de remise pour les étudiants parce qu'à Tours, on a une forte concentration d'étudiants et on pensait que c'était sympa de pouvoir leur donner un petit coup de pouce, de pouvoir leur permettre de se faire plaisir en achetant des produits qu'ils ne trouvent pas dans leur supermarché de base. Voilà. Mais au-delà de ça, oui, on a quand même depuis le début de la crise, on va dire, un peu plus de trentenaires qui rajeunissent quand même pas mal la clientèle, je dirais, moyenne de la boutique. Bon, somme toute, il faut quand même préciser que bon, dans le secteur de l'épicerie fine, on est quand même sur des produits qualitatif, mais aussi avec un coût assez important. Et du coup, naturellement, on a un public qui a un pouvoir d'achat un peu plus élevé qu'ailleurs. Donc voilà, je voulais
Je voulais aussi préciser que nous, par rapport au site Internet, c'est sûr qu'on valorise aussi les produits régionaux, les produits locaux, mais on travaille avec des producteurs qui ont déjà une démarche de se faire référencer dans des boutiques comme les nôtres. Donc, ils sont déjà, je dirais, dans une dynamique d'être repérés dans certains circuits de distribution. Donc, d'un côté comme de l'autre, ça aide beaucoup à faire connaître en fait ces marques-là. Mais on est en face de producteurs qui ont déjà un peu d'expérience et qui connaissent déjà un peu les circuits et qui donc, par rapport à ce qu'ils vont développer comme produit, ils savent un peu ce qui va plaire ou ce qui ne va pas plaire à des clients d'épicerie fine ou à des clients de Biocoop, parce qu'il y en a qui vendent aussi dans les deux, avec les deux canaux de distribution. Donc, voilà. Mais pour revenir sur le site Internet, sur la question de savoir si ça rajeunit, pas trop sur le site Internet, en fait. C'est intéressant ce que vous disiez par rapport au fait que il y avait encore beaucoup de trafic, les gens se déplacent, viennent en boutique, etc. Ça me... Oui. Oui, parce qu'en fait, ça rebondit avec ce que je disais tout à l'heure, Henri Zach. C'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord pour dire que le e-commerce et l'alimentaire, c'est vraiment antinomique. En fait, alors ça l'est d'autant plus dans le monde de l'épicerie fine, parce que nous, on vend vraiment du pur plaisir. On vend des choses qui ne sont pas, le paquet de farine, le paquet de pâtes ou le produit qu'on va consommer au quotidien, dont on va avoir besoin au quotidien. En fait, on vend le petit plus, on vend la cerise sur le gâteau. Alors, on vend aussi des pâtes, on vend aussi de la bonne huile, du bon vinaigre, mais l'épicerie fine est vraiment ce petit truc à part, cette boutique à part où on va aller se faire plaisir, où on va aller acheter une bonne bouteille, une petite terrine sympa pour l'apéritif. Et donc en ça, voilà, on a fonctionné à un moment donné sur la période de la crise, parce qu'à un moment donné, les gens avaient un peu ras-le-bol de manger des pâtes et du riz. Mais ça n'a pas été, effectivement, comme le disait M. Isaac, ça n'a pas été vraiment le premier secteur où l'e-commerce a explosé. D'ailleurs, je voudrais rappeler un chiffre qui m'avait interpellé, toujours par rapport à l'étude que j'avais évoquée en introduction. Du Boston Consulting Group montrait notamment que quand la croissance du e-commerce alimentaire a accéléré de 100% en France, donc c'est quand même énorme, mais voilà, c'était lié aussi au contexte, au fait que les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux, etc. Donc ils s'organisaient pour commander et tout ce qu'on sait là-dessus. Donc tandis qu'elle a accéléré de 100% en France, elle a accéléré au même moment de 300% en Espagne et en Italie. Et j'ai trouvé que c'était intéressant en fait comme chiffre. Ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre des habitudes, peut-être une recherche de contact humain qui serait forte et je ne sais pas comment vous expliqueriez cette différence. Alors, d'abord, il faut regarder, si on parle de l'Europe, il y a une fracture nord-sud sur les pratiques de e-commerce, qui est très visible, quelles que soient les catégories de produits qu'on regarde, et qui est historique parce que globalement, quand vous habitez en Finlande et en Suède, au mois de décembre, faire des marchés, si vous voulez, voilà, c'est juste pas possible. Ensuite, effectivement, quand vous êtes dans le Portugal, l'Espagne et l'Italie, vous êtes sur des pays parmi lesquels la pénétration du e-commerce en général est déjà plus faible que la France ou l'Allemagne. Et je ne parle pas du Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni, ça vient un petit peu contredire ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Royaume-Uni, alors on peut discuter du bien manger au Royaume-Uni, mais bon, peu importe, c'est quand même le premier pays au monde en termes de pénétration du commerce alimentaire. Non, mais ce que je disais, c'est que, pardon de vous couper, mais le e-commerce alimentaire semble avoir cru davantage pendant le premier confinement en Italie, en Espagne, qu'en France. Enfin, c'est une logique de rattrapage. C'est aussi que les gens, ils ont eu des confinements extrêmement durs, notamment en Italie et en Espagne. Ils n'avaient pas le droit de sortir du tout. Donc, il y a quand même eu des confinements, notamment en Italie du Nord, qui sont extrêmement plus contraignants que le nôtre. Et ensuite, vous avez des logiques de rattrapage dans ces moments-là, ce qu'on a vu un peu aussi en France, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la croissance
de la consommation alimentaire en ligne, qui est le fait de gens qui, effectivement, n'avaient jamais fait des commandes au drive et qui ont découvert le drive à cette occasion. Bon, voilà, on va regarder qu'est-ce qui restera de ça dans le long terme. Globalement, si on prend avant la crise Covid, vous êtes à entre 6 et 7% de taux de pénétration sur l'alimentaire avec le e-commerce. En sortir de crise, on est plutôt autour de 10-12% en France. D'accord ? En Grande-Bretagne, on parle de 40%. D'accord ? Donc, on est sur un modèle qui n'a rien à voir avec le nôtre. Hein. Bon. Et on a des habitudes alimentaires très, très différentes des Britanniques. C'est rien de le dire. Et avec des acteurs, et un acteur local que je mentionne, hein, qui est fondamental à comprendre, qui s'appelle Ocado, qui est une entreprise britannique, qui est un Amazon de la commande en ligne alimentaire, qui est spécialiste de ça, et qui rivalise largement avec Amazon en termes d'efficacité, à tel point que son modèle de logistique et de préparation de commandes, il l'a licencié aujourd'hui et en fait un vecteur de développement international, et il a été acheté aujourd'hui en France par le groupe Casino et par le groupe Carrefour, bon, qui vont pouvoir servir en fait globalement les métropoles grâce à la technologie d'entrepôt et de préparation de commandes, qui est un des maillons clés dans le coût de la préparation d'une commande alimentaire en ligne qui est multiproduit. Hein, c'est l'histoire du one-stop shop. Vous voulez faire un panier dans lequel il y a tout ce que vous tout ce que vous voulez commander pour la semaine. Globalement, c'est ça qui se passe en ligne. Et ces courses-là, bah, ça veut dire payer quelqu'un qui va préparer ce panier. Donc ça, c'est un coût qui est élevé et qui explique pourquoi les distributeurs ont mis beaucoup de temps à adopter le e-commerce sur l'alimentaire. Parce que ce coût de préparation, globalement, en France, le consommateur a dit « je ne veux pas le payer ». Ce qui n'est pas le cas en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, toutes les commandes en ligne, globalement, elles coûtent entre 5 livres et 10 livres. Hein. Elles sont facturées aux clients, ce qui n'est pas le cas en France. Hein. Ouais. Est-ce que, comment dire, dans ce qui ressort de vos propos, c'est que peut-être demain, les grands gagnants du e-commerce alimentaire, peut-être ce seront plutôt les géants d'aujourd'hui, plus les géants d'hier et les géants d'aujourd'hui, du e-commerce d'aujourd'hui, les géants de la grande distribution et les géants du e-commerce d'aujourd'hui. Ils ont quand même encore une longueur d'avance sur... Quand on regarde Amazon, il a du mal quand même hein, avec l'alimentaire. Hein. Globalement, il est obligé de bosser avec Monoprix en France. Aux États-Unis, il a racheté une chaîne, Whole Foods. Et globalement, ça montre que même quand on s'appelle Amazon, qui est quand même le numéro 1 mondial du e-commerce et qui a une capacité logistique où seul Ocado, à mes yeux, ou Zalando en Europe peut rivaliser, ça montre à quel point c'est compliqué de vendre des produits alimentaires en ligne. Globalement, Amazon Prime Now, qui était l'offre où il y avait juste 5 à 6 000 références, ce qui est ridicule. Hein. En alimentaire, 5 à 6 000 références, c'est globalement le Monop d'en bas, c'est la moitié d'un Carrefour Market. Hein. Bon. Donc, ce n'est pas beaucoup de références en alimentaire, mais il a arrêté ça en France. Et globalement, il a dit, j'y arrive pas, je laisse faire des gens qui savent faire, qui sont Monoprix. Bon. C'est quand même symptomatique. Ça montre à quel point il y a des questions de culture alimentaire qui sont prévalentes et qui n'arrivent pas à être traitées par, on va dire, une question d'accélérer la livraison. Donc, vous avez des modèles aujourd'hui où on essaie de vous livrer en 10 minutes. Je ne crois pas un instant que ces modèles ont une quelconque avenir. Parce qu'économiquement, je ne sais pas comment ils font. Je ne vois pas du tout comment ça n'a aucune viabilité économique, ce truc. Sauf à se faire racheter. Enfin, bon, bref, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Parce que même Amazon n'y arrive pas à gagner de l'argent sur ce type de produit. Je rappelle encore une fois que la question de l'alimentaire, c'est une question de prix en France. C'est un sujet fondamental pour les Français. Et vous n'imaginez pas, par rapport au sujet qu'on traite qui est bien mangé, on a pensé qu'on consommerait davantage de bio, si tant est que le bio soit bien mangé. C'est une question. Hein.
Michel-Édouard Leclerc, qui lui a quand même un parc assez structuré en France, a une bonne idée de la consommation des Français, a bien montré dans un livre qu'il vient de publier que globalement, les gens n'avaient pas acheté de bio. On a moins consommé de bio pendant la crise Covid qu'avant. Encore une fois, c'est une question de prix. Vous êtes amené à consommer davantage chez vous, bah vous faites gaffe au prix. Et donc, Amazon, il y a tout un tas de fournisseurs qui ne veulent pas lui vendre des produits. Bon, parce qu'ils ont compris aussi. Donc, vous avez en même temps des gens qui sont très efficaces. Hein, vous pouvez le faire dans tous les sens, mais Michel-Édouard Leclerc, il s'est acheté, hein, et Intermarché et Carrefour, ils savent acheter, ces gens-là. Bon. Donc peut-être que ceux qui gagneront, mais moi, je ne suis pas certain que ce soit les grandes plateformes sur l'alimentaire. Hein. Amazon est un bon cas qui illustre que ce n'est pas si évident que ça de réussir. D'où l'ouverture à plein de petits acteurs de leur plateforme, de leur marketplace, pour avoir une offre qualitative qui correspond davantage au goût des Français, et que des Américains, aussi locaux peuvent-ils être, n'y arrivent pas si simplement, quoi. Peut-être. Je peux me permettre aussi ce qui peut. Excusez-moi. Oui, on prend cette dernière intervention, puis après on pourra passer aux questions du public. Je pense aussi, ce qui est intéressant, alors je suis d'accord avec Henri, hein, que le prix prédomine beaucoup, mais je pense qu'aussi au niveau du bien manger, on a aussi la notion d'avoir cette notion de conseil, alors peut-être justement à travers les épiceries fines, à travers les producteurs locaux, le fait qu'on puisse venir chercher directement les produits auprès des producteurs locaux, on a cette notion de transparence, de conseil, que malheureusement sur un site vitrine, un site marchand, on n'a pas encore cette dimension de conseil. On va regarder les avis, mais on ne va pas forcément avoir le conseil développé. Alors je vois que ça fait référence à Henri, ce que je dis justement. Oui, parce que je m'intéresse énormément à ce qui se passe dans le commerce électronique en Chine, qui est le premier marché mondial du e-commerce. Hein. Le e-commerce en Chine, c'est 25% du commerce. Donc c'est énormissime. Hein. C'est 4 fois le marché américain. Bon, donc, c'est une toute autre histoire. Et il y a quelque chose de fascinant. Si vous ne connaissez pas la plateforme qui s'appelle Pinduoduo, qui est une plateforme qui a une croissance qui est beaucoup plus importante que celle d'Alibaba et qui, globalement, a fait le choix de vendre des produits agricoles et des produits alimentaires, globalement, pas aux Chinois de la côte, mais aux Chinois de l'intérieur. Et le modèle de vente, c'est une plateforme d'e-commerce, c'est ce qu'on appelle du live streaming, c'est-à-dire que globalement, c'est un paysan qui va montrer son ananas, son fruit, et puis vous avez des gens qui vont vous expliquer comment le cuisiner. Donc on est dans globalement du Top Chef 2.0, qui va, à mon avis, être quelque chose de fondamental dans le commerce alimentaire de demain. C'est-à-dire, ce n'est pas vendre le produit, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est aussi vendre la recette et comment on le fait. Et la prévalence à la télévision française des émissions autour de cuisiner montre bien qu'il y a un intérêt chez les Français autour de cette question. Et donc, je pense qu'il y a besoin aussi pour les sites, non pas simplement d'afficher des catalogues de produits, comme vous le dites, hein, ça je suis complètement d'accord, il faut des conseils, il faut des recettes, c'est-à-dire comment je m'y prends avec ces produits. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui, sur beaucoup de sites, et je pense que ça, c'est un des défauts d'Amazon, qui est juste un immense listing de produits plus ou moins bien structurés, avec des recommandations qui fonctionnent plus ou moins bien. Mais sur l'alimentaire, il faut aller un cran plus loin. Il y a ce que Dominique, elle fait dans son magasin, qui consiste à dire « je mets en scène, je conseille, etc. » Mais comment on fait ça en ligne? Comment on fait ça? Le live streaming chinois, je pense que dans l'alimentaire, c'est quelque chose qui va jouer un rôle fondamental. Et que la question, moi, il me semble que par rapport notamment aux nouvelles générations, comment on va les faire consommer du produit local, comment on va leur permettre de cuisiner. Moi, je suis frappé de voir sur TikTok le nombre de gens qui font des recettes et qui montrent comment on fabrique des trucs très simples. Hein. Et donc, il y a comment on fait, je ne sais pas quoi, un truc en 30 secondes sur TikTok. Bon, ça, Louis, tout à l'heure, pointait les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, que ce soit du Instagram ou du TikTok, ils ont des liens qui permettent d'acheter automatiquement les produits. Et donc, est-ce que demain, le e-commerce alimentaire, c'est un site web? Je pense que, personnellement, à titre individuel, je pense que non. Je pense que demain, il y a beaucoup de choses où
sur Instagram, vous verrez une recette pour un plat, vous cliquez là-dessus et aujourd'hui, il y a un partenariat Instagram-Shopify. Vous pouvez créer le site et derrière, vous commandez automatiquement les produits qui vont bien. Et donc, par rapport à la question de dire on fabrique un site, qui est aujourd'hui la façon dont on conçoit le e-commerce, peut-être que demain, si on regarde un peu ce qui se passe en Chine, les choses vont se passer différemment. Si je peux me permettre juste d'intervenir là-dessus et de rebondir sur les propos d'Henri, effectivement, nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place là, très récemment au sein de la boutique Manger Touraine. Donc, c'est encore trop tôt pour avoir des données sur la question, mais on a mis en place un onglet recettes et dans la lettre d'information, donc qui part tous les mois, en fait, c'est une lettre d'information mensuelle, on a une recette à partir des produits de la boutique et c'est quelque chose qui est très cliqué en fait, par les clients aujourd'hui de la boutique. Donc, on s'aperçoit qu'il y a bien un lien, mais on n'a pas encore effectivement pu établir ce lien qui se succéderait d'un acte d'achat concret, mais effectivement, en tout cas, on note bien un réel intérêt aussi sur cette notion de comment cuisiner derrière les produits. Ouais. Pour rebondir justement, Lucie, par rapport à l'exemple que je donnais d'un entourage proche sur l'éleveur ovin, donc il y avait eu la vidéo, la possibilité de commande et pendant 3 mois à la suite, toutes les semaines, il y avait une recette d'agneau qui était proposée justement pour inciter. Voilà. Donc, c'est vrai que voilà, cette notion finalement de recette, etc., elle a effectivement eu, je dirais, une réelle cohérence dans l'utilité finalement. C'est intéressant parce que quelque part, paradoxalement, on parle de e-commerce qui est plutôt quelque chose un peu de, voilà, de déconnecter du concret. Enfin, voilà, on parle de l'Internet, du monde de l'Internet, un peu déconnecté de l'humain au sens physique du terme. Et finalement, ce e-commerce, c'est aussi, on se rend compte que c'est aussi un outil pour remettre de l'humanité en fait dans la consommation. Donc c'est un paradoxe intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de réagir là-dessus. Ouais, moi, je suis pas dans cette logique d'opposer deux choses qui ne sont pas opposées. Enfin, je veux dire, ça fait partie de nous maintenant, le numérique. Il ne faut pas opposer les choses comme ça. Et précisément, la vidéo, qui est quand même un format qui s'est complètement imposé ces dernières années dans la consommation numérique, est un levier fantastique pour justement revenir à un acte de commerce qui consiste à expliquer le produit, ses particularités, le mettre en avant, chose que fait un commerçant dans un magasin. Bon. Ouais, on fait la même chose, mais on le fait en vidéo. Quoi, en fait. Voilà, et donc après, il suffit de voir le succès des recettes sur TikTok, c'est quand même impressionnant, quoi. C'est des formats extrêmement courts, 30 secondes, et globalement, il y a des gens qui ont une vraie créativité dans la façon de présenter des produits, quoi. Il y a ce lien, en effet, mais il y a aussi vraiment une passerelle entre le e-commerce, je pense, et la présence aussi physique. Puisque nous, avec la solution de la boutique, par exemple, et c'est une solution, voilà, c'est pas innovant en soi, hein, la ruche, etc., c'est des choses qui sont déjà en place. Il y a vraiment cette recherche aussi, après, du lien aussi et de la proximité en tant que telle avec la rencontre. Et donc, les demandes, ils sont perméables aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des questions du côté des gens qui suivent cette table ronde, qui ont envie de s'exprimer, de poser des questions par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Oui, Louis, c'est Laurine qui va vous signifier des questions qui nous sont tombées par mail et par SMS. Alors, nous avons une première question qui est « Pensez-vous que le e-commerce a changé la manière de consommer l'alimentation ?» Moi, je pense que oui. Une partie de la population française, notamment les jeunes, ont un rapport à la consommation alimentaire qui a beaucoup changé avec le fait de pouvoir commander facilement des repas. Alors que ça soit de la junk food ou pas. Hein. Voilà, il y a aussi la consommation locale et que, oui, là, je pense qu'il se joue aujourd'hui pas mal de choses sur la consommation alimentaire actuellement. Ouais. D'accord, très bien. Nous avons une autre question par mail qui est « Est-ce que les influenceurs peuvent avoir un rôle dans la transmission du bien manger ?» Les influenceurs ? Oui, les influenceurs, TikTok, vous en parlez tout à l'heure, sur Instagram. Évidemment, bien sûr, c'est fondamental. Et en plus, il y a aujourd'hui quand même un vrai changement sur la logique des influenceurs sur les réseaux sociaux, où on était avant un peu sur ce qu'on appelait des macro-influenceurs, c'est-à-dire globalement des stars de la musique, du foot ou autres,
alors qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des logiques de micro-influenceurs qui vont s'adresser à des plus petites communautés, mais de façon beaucoup plus précise. Et dans ce cadre-là, effectivement, vous avez toute une communauté, enfin, il y a plein de communautés autour du bien manger, hein. Il y en a énormément. Peut-être, Oui. je ne sais pas si quelqu'un a envie de réagir, peut-être Lucie, sur cette question des influenceurs. Je ne sais pas si ça a joué un rôle dans dans l'établissement de votre plateforme, la boutique Manger Touraine. Alors, moi, je ne suis pas du tout experte sur la question voilà, des influenceurs, réseaux sociaux, si ce n'est que, donc à l'échelle vraiment micro-locale, et si je me réfère à l'expérience de la boutique, effectivement, les réseaux sociaux, ça joue énormément, déjà en termes de communication et pour se faire connaître ça, gagner en visibilité, la notoriété, elle passe essentiellement aujourd'hui par les réseaux sociaux. Après, sur vraiment la question pour la relier au bien manger, là, j'avoue que je ne me sens pas assez experte sur le domaine pour arriver. Merci. Peut-être on peut passer à la question suivante. Oui, alors il y a une question dans le chat là, par le Bon Laboureur, j'imagine que c'est le restaurant de la région, qui nous parle du vin en e-commerce qui a beaucoup progressé grâce à différents sites. Et on se demande finalement si la promotion des produits ne devrait pas être faite par les régions, j'imagine que ça veut dire conseil régional, ou directement en région, en créant des marques identifiées au terroir, telles que C'est du Centre qui existe déjà. Question peut-être pour Lucie, je ne sais pas, sur la notion de promotion des produits de la région. Oui, effectivement, c'est tout l'objectif de la marque C'est du Centre, hein. Effectivement, c'est vraiment de mettre en avant et mettre en lumière les produits locaux. Alors donc après, derrière cette question de marque, c'est effectivement qu'est-ce qu'on y met, c'est quel cahier des charges, c'est aussi beaucoup de choses qui peuvent englober la question effectivement donc, de la visibilité, c'est aussi c'est jusqu'où est-ce qu'on va en fait dans cette définition. Mais effectivement, c'est un très bon moyen pour promouvoir puisque ça permet aussi d'avoir un référentiel pour le consommateur. Ça lui permet effectivement d'avoir un critère de lecture. En tout cas, je pense notamment à la marque bretonne, hein, c'est produit en Bretagne. C'est exactement le même principe et effectivement, on voit bien que ça joue fortement en tout cas sur la consommation des produits locaux. Si je peux rajouter, le vin en ligne, c'est quand même quelque chose de pas simple, hein, encore une fois, parce que là, il y a la question du coût logistique qui est toujours présente 20 ans après qu'on ait commencé à essayer de vendre du vin en ligne. Et là, encore une fois, c'est intéressant parce que Amazon s'est essayé à 2 reprises à vendre du vin en ligne et globalement, c'est plutôt un échec, hein. Aux États-Unis, ils ont même arrêté de vendre du vin en ligne. Donc, c'est aussi intéressant. Ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait que finalement, les grandes plateformes, c'est peut-être pas si simple pour elles d'arriver à le faire. Et il y a quelques acteurs français qui sont pas mauvais, hein, pour vendre du vin en ligne, mais le vin en ligne, globalement, aujourd'hui, la clientèle, c'est des connaisseurs, c'est-à-dire des gens qui sont déjà des amateurs de vin, qui connaissent les marques. Et donc, il y a une question aussi pour savoir comment on s'adresse à une nouvelle clientèle qui n'a pas l'habitude de la consommation du vin et qui a besoin qu'on lui explique le vin. Bon, voilà. Et puis, je note, hein, il y a des modèles assez intéressants dans le vin. Je ne sais pas si vous connaissez un site qui s'appelle Les Grappes, qui est justement une coopérative, un site qui agrège des producteurs de vin locaux. Et c'est vraiment un site très intéressant parce qu'on est à la fois sur le produit et le producteur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mise en avant du producteur et du terroir. Et c'est un site qui est assez remarquable en termes d'offres. Et puis il y a aussi des sites qui mêlent vente de vin et puis en même temps possibilité de faire des dégustations. On vous envoie une bouteille que vous dégustez, etc. Donc il y a à la fois vente et puis quelque chose qui rappelle ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que on peut animer tout ça mais le vin, c'est un produit compliqué pour les gens en fait. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un connaisseur, c'est compliqué de choisir du vin. Et regardez les sites de vin. Globalement, aujourd'hui, un des premiers vendeurs de vin en France, c'est Vente Privée, hein. Ensuite, c'est Cdiscount. Et puis ensuite, c'est des gens comme Vinatis, comme Lavinia et autres. Bon. Mais le vin, c'est un produit complexe pour le consommateur. Et donc, effectivement, quand on peut le rattacher déjà à un terroir de façon simple, c'est ce qui a fait le succès de certaines marques à l'international, hein. C'est ce que demandent les consommateurs américains, d'ailleurs, notamment. Mais en France, on a une logique qui est très différente, hein, et qui rend difficile ces produits en ligne. Parce qu'encore une fois, si vous n'avez pas la vidéo qui vient vous expliquer
qu'est-ce que c'est que ce vin, quels sont les cépages, comment ils se dégustent, combien de temps ils se gardent, etc. Pas simple hein, pour les gens de choisir. Et à tel point que, par exemple, sur un site comme Vinatis, qui est un site intéressant, il y a une rubrique, c'est je ne sais pas choisir. J'y connais rien, ça s'appelle. Et je trouve ça très intéressant, comme clé d'entrée dans l'offre. J'y connais rien. Donc après, on prend en main le client. Mais ce qui montre bien que c'est quelque chose de compliqué, le vin en ligne. Il y a encore deux petites questions pour terminer, Louis. Tout d'abord, une question très pragmatique et organisationnelle en termes de vente. Est-ce que pour vendre en ligne, est-ce que les produits sont rangés logiquement et hiérarchisés et comment sont-ils finalement orchestrés dans cette hiérarchisation? C'est peut-être plus une question pour Dominique Postel, comment on peut prendre un exemple concret d'un individu, d'un commerce. Alors, en fait, nous, pour notre site, alors le site actuel, puisqu'on est sur une nouvelle version de site internet qui sortira en septembre, le site, il est classé, les produits sont classés en fait un peu comme ils sont présentés à la boutique, c'est-à-dire par grande catégorie, la cave à vin avec les spiritueux aussi et toute la partie boisson, l'épicerie sucrée, l'épicerie salée. Voilà, c'est un schéma qui est communément accepté par le consommateur. Donc, du coup, on n'a pas de raison de changer en fait les habitudes. L'intérêt d'un site e-commerce, c'est qu'il soit le plus clair possible. Il ne faut pas le brouiller avec des termes compliqués. Il faut pas on a testé des choses pour présenter balade sucrée, balade salée. En fait, non. En fait, il faut rester hyper simple parce qu'en fait, la visite d'un consommateur sur un site internet, c'est très codifié. Et déjà, dans sa tête, c'est très codifié. Et il a déjà un schéma préétabli pour savoir exactement où il va aller chercher le produit qui l'intéresse. Donc, il faut vraiment rester basique. Après, c'est plutôt dans la description du produit où il faut vraiment donner envie. Il faut rajouter effectivement des éléments type des recettes, des aides de comment consommer le produit en question, ou des vidéos, ou des petites astuces, ou ce genre de choses. Alors, j'ajoute qu'effectivement, la plupart des plateformes aujourd'hui, ce qui est quand même intéressant, donc la plupart du temps sont construites sur WordPress et donnent la possibilité d'avoir du contenu. Et ça, pour un site e-commerce en alimentaire, c'est vraiment primordial d'avoir vraiment du contenu autour du produit. Parce que d'abord, c'est ce qui va permettre que le site soit bien référencé, d'une part, mais surtout, ça va vraiment accompagner la démarche d'achat du visiteur. Parce que, comme on le disait là jusqu'à maintenant, autant en boutique, on a le conseil, on a le temps de se laisser conseiller, de se laisser raconter une histoire, de sentir, voire de goûter quand on peut. Autant sur le site, on est face à son écran et c'est compliqué. Donc, le contenu, la mise à disposition d'outils pour mettre du contenu autour du produit, de la simple vente du produit, est vraiment fondamentale à mon sens. Et il faut mettre du contenu autour du produit, ça c'est sûr. Moi, dans la formation à travers les jeunes, vu que je les forme à la création sous WordPress et PrestaShop, on a tout eu un travail avant, et notamment la notion de parcours client. C'est-à-dire aller voir aussi ce que les concurrents proposent et toujours réfléchir le parcours client. Donc, mon client qui va arriver, qu'est-ce qu'il veut trouver, lui simplifier aussi le parcours. Et effectivement, comme vous le disiez, mettre du contenu, pourquoi pas mettre des liens qui vont emmener vers le producteur, etc., pour vraiment, encore une fois, de la transparence et leur montrer. Donc, c'est vrai que, alors, même si derrière, il y a des grandes théories, que pour valider le panier d'achat, il faut 3 clics, etc., mais il faut vraiment réfléchir la notion de parcours client. Donc, il y a quand même un travail en amont avant de se dire, je crée un site Internet pour créer un site Internet. Il y a toute cette démarche à réfléchir au préalable. Et puis, juste, je rajouterais le fait d'acheter en ligne. La plupart du temps, c'est associé à une notion de facilité, de rapidité. Et donc, du coup, voilà, il ne faut pas que ce soit compliqué, il ne faut pas que ça rallonge, il ne faut pas être perdu dans des dédales de clics, de surclics, de reclics. Il faut vraiment être… voilà, il faut que ce soit le plus simple possible, en fait. Et c'est ça la complexité de la chose, parce que voilà, quand on présente un produit, on a toujours envie d'en dire un peu plus, mais
Voilà. Alors, nous avons une dernière question qui est: sommes-nous voués à vivre dans un monde où notre alimentation proviendra essentiellement du e-commerce? Ah ben, j'espère pas. Enfin, moi, je pense que non. Enfin, en tout cas, je souhaite que non. Je souhaite de tout cœur que non. Parce que l'acte de manger et donc de bien manger, c'est quand même l'émotion, c'est quand même ce qui va se passer dans notre corps, c'est quand même ce qui va éprouver nos sens. Et donc, si avant d'arriver à ça, on est devant un écran d'ordinateur, on perd. Quand vous venez dans une boutique, avant de manger, vous allez avoir déjà l'émerveillement de rentrer dans une boutique qui va vous plaire, qui va présenter à vos yeux des super beaux produits, parce que le packaging est très intéressant, parce que ça va être bien présenté, parce qu'il va y avoir des odeurs, parce que vous allez pouvoir goûter, parce que voilà. Et si on était voué à choisir nos aliments via un écran ouais, non, moi je pense que on perdrait plus de la moitié de ce qui constitue en fait l'acte de manger et de savoir bien manger. Le choix en direct, le choix physique est hyper important. Enfin, le e-commerce mobilise pas nos 5 sens. Donc, l'ordinateur, il n'a pas encore trouvé le moyen de nous faire déguster en direct les odeurs, etc. Donc, je pense qu'on a encore besoin du physique. Ouais, moi, je serais plus nuancé parce que je pense qu'il y a déjà une partie de la population qui a pris l'habitude de commander. On parlait tout à l'heure d'acteurs comme Frischti. Vous avez aujourd'hui des investissements assez importants d'acteurs financiers dans les dark kitchens qui font que la variété de ce qui est offert aujourd'hui globalement par la livraison de repas à domicile, qui est aujourd'hui plutôt de la junk food, entre le triptyque pizza, burger et sushi, qui est aujourd'hui ce qui domine encore l'essentiel de ces offres, est quelque chose qui est en train de profondément évoluer et rapidement, avec beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'argent dans cette logique-là. Je me permets, Henri, de t'interrompre. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, la Dark Kitchen, je ne sais pas si on l'avait défini tout à l'heure, mais au cas où, ce serait peut-être pas mal que… Voilà, alors, une Dark Kitchen, c'est simplement un restaurant qui n'a pas de salle et qui fabrique ses repas et les livre par le biais d'une plateforme de livraison type Deliveroo ou Uber Eats. Bon. Et aujourd'hui, il y a des acteurs puissants en France, en Europe, aux États-Unis et en Chine qui mettent beaucoup de moyens pour développer ces types d'offres. Moi, une partie de notre consommation alimentaire, et pas forcément la plus mauvaise, passera certainement par du e-commerce. Moi, quand je regarde des pays comme la Grande-Bretagne et quand je regarde des pays comme la Chine a une vraie tradition culinaire quand même exceptionnelle. Voilà, la Chine, aujourd'hui, il y a une part substantielle de son alimentation qui a basculé en ligne et de façon très significative, beaucoup plus que chez nous encore. Bon. Ouais, en tout cas, ça peut être je pense un bon mot de la fin, de rester peut-être sur cette idée effectivement que voilà, le e-commerce apporte de nouvelles formes de consommation qui n'ont pas forcément vocation à remplacer totalement l'existant et le lien physique, mais qui en tout cas prennent une place de plus importante dans nos sociétés, avec des variations effectivement en fonction des différentes cultures, etc. Écoutez, merci en tout cas à tous les intervenants d'avoir pris le temps de participer à cette table ronde. Et puis merci encore pour votre présence et à bientôt. Et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée.